Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite capsule sur les analyses de son. Alors bon, j'ai souvent des gens qui me présentent des analyses et puis on va un petit peu voir en naturopathie comment on regarde ces analyses de manière très simple. Moi je ne suis pas un médecin, mais qu'est-ce qui est utile de demander comme sérologie? Alors un naturopathe, il a des outils d'évaluation de la santé, principalement on utilise l'iridologie. Qui va nous donner une carte d'identité de la personne. On va pouvoir voir son fonctionnement, donc autant sur un plan métabolique, sur un plan physiologique, on va pouvoir voir des organes, l'état de fonctionnement des organes, l'état de fonctionnement des systèmes. Mais une sérologie est toujours intéressante parce que nous apporte des détails. Après, un naturopathe, pas tout le monde a des appareils de biorésonance. La biorésonance permet aussi de nous donner une précision très clinique sur le fonctionnement des organes. Et puis, nous donne des chiffres, des analyses. On peut aussi avoir des analyses de sang via la biorésonance. Donc, chaque tissu, chaque micro-organisme a une fréquence particulière que l'appareil va pouvoir capter. Ce qui fait qu'on peut aussi nous voir un certain nombre d'informations, des pathogènes, des bactéries en biorésonance dans le système d'analyse qui s'appelle le Métatron. Voilà. Mais on va revenir à nos analyses parce que les gens arrivent souvent avec des analyses et puis il y a beaucoup de choses qui servent à rien, que le médecin classique demande. Et on s'aperçoit que les analyses que le médecin classique demande ne servent pas à grand chose parce que c'est des données où ils ont été formés il y a une trentaine d'années et il n'y a pas eu d'évolution dans la médecine, ce qui fait qu'un médecin qui a fait ses études il y a 30 ans, 40 ans, eh bien il ne demande pas certains marqueurs qu'on a aujourd'hui en médecine fonctionnelle qui nous apportent des choses. Voilà, donc on va regarder un petit peu différentes choses qui sont importantes dans une analyse de son qu'on nous présente. Voilà. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors on demande une numérotation de la formule sanguine classique. Et là on peut déjà observer certaines choses. Donc moi ce que j'aime bien voir, c'est surtout ce rapport neutrophile sur lymphocyte qui va nous marquer déjà s'il y a une inflammation de manière générale, s'il y a une infection. Donc tout de suite on regarde ce marqueur. C'est un rapport neutrophile sur lymphocytes, donc c'est des types de globules blancs et les neutrophiles au niveau des globules rouges. Donc on va pouvoir tout de suite voir la personne où elle en est. Donc on a un chiffre entre 0,78 et 3,6. Voilà, donc on est dans la moyenne là. Donc ça nous permet tout de suite avec un simple graphique de voir la personne où elle en est, s'il y a une infection qui est là, latente. C'est très simple à voir. Ensuite, on va demander les totales de globules blancs, donc total de lymphocytes qui sont comprises entre 1500 et 4000. Donc si on a une personne en dessous de ça, eh bien on voit qu'il y a un problème au niveau du sang, il manque des lymphocytes, il manque des globules blancs. Voilà, donc après, bien sûr, on va pouvoir agir dessus en naturopathie. Il y a des plantes qui vont faire remonter tout ça, on sait y faire. Le jeûne sec, bien sûr, a un intérêt dans ces analyses, c'est qu'on peut vraiment mesurer un avant et un après, mais il faut laisser globalement à peu près 2 mois. Donc si vous avez des analyses que vous voulez faire avant un jeûne sec, c'est toujours intéressant, et vous les refaites 2 mois après. Donc on a des gens qui ont fait ça. Globalement, tous les facteurs sont à peu près améliorés après 2 mois. Je dirais que voilà, il y a des gens qui ont fait partir des infections. On peut le faire, donc ça c'est personnel à vous de voir. Voilà. Donc on revient à ça. Total des lymphocytes, ça c'est important de voir où on en est. Après on a au niveau des natural killers, ça c'est un système de défense. On a aussi un intérêt à demander ce qu'on appelle un typage lymphocytaire. Alors ça c'est très complexe. Si vous demandez à un médecin classique de vous demander une analyse du typage lymphocytaire, il ne saura pas vous interpréter ça. Ça doit être confronté à la clinique. Ça veut dire que si vous avez une pathologie, à la limite
on peut demander ça, voilà, une maladie auto-immune, ben, on va avoir, il y a certains types de TH, ben, TH1, c'est plutôt l'immunité intracellulaire, TH2, ben, c'est plutôt l'immunité extracellulaire avec plutôt un terrain allergique, le terrain TH2 est plutôt un terrain allergique. Donc on peut demander ben, ces analyses TH1, TH2, TH17, TH22, T régulateur, tout ça, voilà, donc ça peut être demandé. Donc TH22, TH régulateur, c'est les pompiers. Donc ça c'est quelque chose de simple qu'on peut demander. Donc on voit si on a un système qui va pouvoir maîtriser quand il y a une inflammation, quand il y a une infection. C'est aussi un marqueur qu'on peut demander les T régulateurs. Voilà. Donc si on veut faire simple, on peut demander le TH17, c'est intéressant aussi pour les maladies auto-immunes, les scléroses en plaques, les polyarthrites, on peut demander TH17, ça nous met s'il y a une maladie auto-immune, TH17, T régulateur, TH1, TH2, voilà, ça c'est les trucs qu'on peut demander basiques. Voilà. Après si on veut aller plus loin, ben voilà, il y a toutes sortes de choses voilà, qu'on peut demander, qui s'appelle un typage lymphocytaire complet, mais ben, ça c'est plutôt les gens qui ont des maladies importantes, des maladies auto-immunes qui veulent contrôler ça. Voilà. Ensuite, on a aussi quelque chose qui est intéressant par rapport aux jeunes secs, bah, c'est le taux de coagulation du sang. Bah, c'est bien, vous savez qu'en jeune sec, on a un épaississement du sang qu'on n'a pas en jeune halo. Donc on peut demander une sérologie, si quelqu'un n'est pas sûr, voilà, avec son sang, etc., on peut demander un dédimère. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les vaccins, hein, donc il y a eu une coagulation du sang qui ne s'est pas faite, donc les gens qui seraient vaccinés, qui voudraient aller se nettoyer le sang après une vaccination, ou voilà, qui aimeraient voilà, se faire un reset pour un petit peu régénérer leur ADN, je leur recommande de demander le test des prothrombine, où on voit la coagulation du sang. Donc c'est un facteur entre 70, 130, 70, 130. Donc on doit être entre ça à peu près. Sinon les dédimères nous mettent aussi le taux de coagulation sanguine. C'est deux marqueurs qui peuvent être intéressants. Ensuite, on va demander la vitamine D, toujours importante pour le système immunitaire, hein. Donc la vitamine D va agir sur énormément de gènes au niveau de l'immunité. Donc l'hiver, c'est quelque chose qui baisse. Donc moi, je recommande vraiment aux gens l'hiver de faire des cures de vitamine D, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller au soleil tous les jours. La vitamine D, je dirais que c'est une des vitamines avec la C qui est une des plus importantes. Donc la vitamine D, c'est toujours bien de contrôler ce taux, de voir où on en est. Ensuite, on a les protéines totales qui sont intéressantes à demander. Donc ça, c'est toutes des analyses que le médecin ne demande pas forcément, mais pour nous, c'est utile quand même de savoir ça. S'il y a un taux de protéines qui est trop élevé, on voit que la personne elle est en déshydratation. Alors bien sûr, pendant le jeûne sec, on a ce qu'on appelle une déshydratation contrôlée, hein. Donc on a quand même une eau endogène qui est fabriquée, hein, vous savez bien, hein. 1 kg de gras va être transformé en corps cétonique, et ces acides gras vont nous donner de l'eau, hein, qu'on va utiliser. Donc ce qu'on appelle une eau endogène qu'on va fabriquer nous-mêmes. Donc on peut dire que voilà, le jeûne sec, on a une eau endogène que nous fabriquons nous-mêmes, mais on a quand même une légère déshydratation. Il y a quand même un petit manque qui est fait pendant le jeûne sec, mais qui est voulu. C'est grâce à ça que le jeûne sec est efficace dans les maladies infectieuses, dans les maladies immunitaires, parce qu'il va restaurer tout ça, il va brûler tout ça, tout ce qui est malade, tout ce qui est sclérosé, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui est cellules malades, tissus excroissance. Le jeûne sec, par cette montée en température, cette thermorégulation, après 3-4 jours de jeûne sec, vous avez le corps qui se met en température, qui se met en surchauffe, et vous allez nettoyer, vous allez faire une machine à laver, vous allez épurer, nettoyer, sortir tous les déchets que vous voulez, les excroissances, les tumeurs, tout ce que vous voulez. Ça va être brûlé, métabolisé. Donc on a souvent des gens pendant le jeûne sec qui ont de la fièvre, voilà, qui prennent leur température, ça monte à 38. Oh, c'est la panique, il va falloir descendre ça. Je leur dis surtout pas. Voilà, on ne coupe pas une fièvre. C'est un indice qu'il y a quelque chose qui est en train de se placer, il y a une infection qui est en train d'être traitée.
on n'intervient pas, on laisse faire vraiment la fièvre jusqu'à qu'on peut aller le plus loin possible, parce que ça veut dire que c'est une maturation de l'immunité, les macrophages, les lymphocytes, il y a tout le système immunitaire qui se met en branle, l'interféron, tout ça se met en capacité de rénovation du corps, et on n'intervient pas à faire baisser une fièvre pendant un jeûne sec. Donc si vous avez ça qui arrive, c'est vraiment bénéfique, c'est que le système immunitaire fonctionne, le jeûne sec fait son travail, on laisse faire. Voilà. Donc on ne va pas faire essayer de baisser ça avec des techniques voilà, où on va prendre des plantes ou des je ne sais pas quoi, où on arrêterait le jeûne sec pour entreprendre une baisse de la fièvre. Voilà, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Voilà. Alors ensuite on regarde l'hémoglobine glyquée, donc ce qu'on appelle l'hémoglobine A1C. Donc les ratios sont de 3 à 6, mais si vous avez un ratio à plus que 5, c'est que vous avez une glycation, ça veut dire une caramélisation, ça veut dire trop d'hydrates de carbone. Donc vous consommez trop de glucides, donc vous créez un Alzheimer, vous créez des maladies auto-immunes, c'est très négatif. Donc ce facteur d'hémoglobine glyquée, en principe le médecin classique ne vous le demande pas. Donc c'est dommage, parce que là vous passez à côté de quelque chose. L'hémoglobine glyquée, pour nous les naturopathes, c'est ce qui est le plus important. Ça nous met la caramélisation des hydrates de carbone. La personne mange trop de glucides, que ça soit pas de pain, riz, et puis mélanger ça aux protéines, ça fait une caramélisation. Donc vous créez des plaques d'amyloïdes. Donc ça peut créer à la longue un diabète, ça peut fatiguer votre pancréas, trop de glucides, trop de sucre, et puis vous créez une caramélisation, vous créez un Alzheimer, un Parkinson, donc extrêmement négatif d'avoir une hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est le reflet de 3 mois avant, donc ça vous fait, c'est plus que la glycémie à jeun qui est un reflet juste d'une journée. Vous avez le reflet sur 3 mois, donc vous voyez tout de suite si vous avez une alimentation qui est trop glucidique ou pas, donc qui peut justifier après un régime cétogène ou un régime adapté à la personne. En nutrition, en consultation, c'est vraiment, on essaie de trouver l'alimentation qui correspond à la personne. C'est pas des dogmes, mais des vérités qu'on voit dans les livres ou sur internet. Tout le monde vous a dit voilà, j'ai trouvé le régime, c'est paléo, c'est ci, c'est crudivore, c'est ça. C'est pas ça. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de régime miracle. Il faut s'adapter à la personne. C'est des discussions, c'est des compromis. Il y a des régimes miracles, il n'y en a pas. Il faut regarder le tout, l'ensemble, par rapport à la personne, par rapport à son fonctionnement, comment elle digère, quels sont ses problèmes de santé. Puis là, vous adaptez le système nutritionnel en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Parce que faire des régimes, suivre des programmes, alors que pour vous, c'est peut-être pas du tout adapté, voilà, c'est pas constructif. Voilà. Donc on essaie vraiment d'adapter la nutrition en fonction de la personne qu'on a en face de nous, de ses problèmes, son énergie, etc. Puis là, on adapte le meilleur système nutritionnel pour la personne. Voilà, donc je vais continuer. Donc protéines totales, voilà, ça c'est ce qui nous intéresse. On a un autre marqueur, c'est la ferritine. Donc la ferritine, c'est toujours intéressant de la doser pour voir s'il n'y a pas des migraines. Des gens qui ont des migraines, ça peut être un taux de ferritine trop bas. Des gens qui ont des fatigues, des vertiges, du stress, ça peut être un taux de fer trop bas. Les enfants qui ont des problèmes scolaires, qui ont des manques de concentration, eh bien c'est souvent le taux de fer qui est trop bas. Il y avait une étude qui avait montré donc un bon taux de fer chez un enfant, il a des meilleurs résultats scolaires. Hein, voilà. Donc ça, on regarde vraiment avec attention ce taux de ferritine, de réserve de fer. Ensuite, un autre marqueur que le médecin, je ne sais même pas s'il connaît ça, c'est ce qu'on appelle l'homocystéine, qui est pour moi le marqueur cardiovasculaire le plus important. Donc on a des valeurs entre 7,5 et 12,5. Donc là, c'est c'est un acide aminé qui s'appelle homocystéine et qui est le reflet des maladies cardiovasculaires. On a maintenant énormément d'accidents, de gens qui meurent de crise cardiaque, d'accidents, on ne sait pas pourquoi ils sont morts, voilà, on apprend ça. Et puis voilà, si on creuse un peu, on s'aperçoit que est-ce que dans leur médecin de famille, est-ce qu'une homocystéinémie avait été faite? Personne ne sait ce que c'est, on n'a jamais vu ça, on ne connaît pas. Donc pour moi, pour la prévention de la santé,
l'homocystéinémie, c'est un bilan de base que votre médecin doit faire. Voilà, c'est une évidence. Voilà. Alors, la plupart ne connaissent pas ça parce que c'est de la médecine nouvelle qui date de 15 ans. Donc, les anciens médecins, voilà, c'est des analyses qui sont payantes, pas forcément toujours remboursées. Donc, on ne le fait pas. Voilà, ce qui est dommage. Donc, cholestérol, ben, voilà, ça, ce que fait tout le monde, tous les médecins, savoir que les normes ont baissé. Hein. Chaque année, chaque 5 ans, ben, ça baisse, ce qui fait qu'ils peuvent vendre les statines, les médicaments qui sont totalement dangereux et toxiques. Les statines sont responsables d'énormément de problèmes osteoarticulaires. On a des gens qui perdent la mémoire avec des années de statines. Ça mène à énormément de problèmes de santé. Ça fatigue le foie, ça fatigue l'intestin. Donc les statines ne sont jamais la solution. Il faut travailler sur l'alimentation, travailler sur le foie. C'est comme ça qu'on règle une cholestérolémie élevée. Mais sachez que ce qui est important dans l'analyse du cholestérol, c'est le cholestérol qu'on appelle oxydé. Alors s'il est dans des valeurs bonnes, puis que vous avez votre cholestérol total trop haut, c'est pas important. Ce qu'on regarde, c'est vraiment le cholestérol oxydé. Encore une fois, là, les médecins, ils ne demandent pas ça. Ils regardent que le cholestérol, ce qu'ils appellent le bon et le mauvais, et puis ils s'en tiennent qu'à ça. Si vous êtes trop haut, ben, ils vous donnent une statine, et puis voilà, ils ne vont pas creuser plus loin. Donc le cholestérol oxydé, c'est ce qui est important. Vous pouvez avoir un peu de cholestérol en excès, mais si vous avez une bonne alimentation puis qu'il n'est pas oxydé, dans le Caucase, en Russie, il y a des gens qui vivent avec des taux de cholestérol hyper élevés, mais parce qu'ils ont une bonne alimentation, suffisamment de fruits et de légumes, ils sont protégés, aucun risque. Voilà. Après, on demandera la CRP ultrasensible. La CRP classique que le médecin demande, c'est nul, ça ne sert à rien. Vous passez à côté de tout, hein, vous ne voyez pas le phénomène inflammatoire de bas grade, de bas niveau. Alors que si vous demandez une CRP ultra sensible, eh ben, si vous avez légèrement au-dessus de la norme, vous savez qu'il y a une inflammation qui est là, de bas grade, de bas niveau. Et puis là, vous pouvez dire, ah, il y a quelque chose qui se passe de pas bien dans cette biologie, il y a quelque chose à corriger, que ce soit dans l'alimentation, dans le stress, dans la nutrition. Et après, on peut demander éventuellement un profil d'acide gras. Donc on voit ben, les acides gras dans le corps, hein, que ce soit oméga 3, oméga 6, oméga 9, toutes ces catégories d'acides gras qui représentent qui aident au niveau de la fluidité des membranes. Donc si vous avez des taux d'oméga d'acides gras effondrés, ben, vous créez de l'inflammation, vous n'avez pas de protection de vos membranes, vous pouvez créer des problèmes cardiovasculaires, vous avez un manque énergétique, vous avez une peau qui se flétrit, qui vieillit, etc. etc. Donc le profil d'acide gras, bah, c'est quelque chose d'assez cher, mais ça vaut quand même la peine de temps en temps le demander pour voir où vous en êtes et puis savoir de quel acide gras vous avez besoin. Et puis après, vous pouvez tout de suite voilà, corriger ça. Ensuite, on a dans d'autres analyses, on demandera tout ce qui est infectiologie. Alors dans l'infectiologie, si on a un taux de lymphocytes sur neutrophile trop haut, eh voilà, on peut regarder les autres analyses dans l'infection. Bon, on a les Lyme check sur la maladie de Lyme qui est toujours intéressant de demander, mais si on veut faire quelque chose sur le type infectieux, à demander de manière, je dirais pas systématique, mais de temps en temps, vous pouvez demander un cytomégalovirus, un Epstein-Barr virus, un herpès virus, et ça c'est des virus, des types de virus qui peuvent créer beaucoup de problèmes chez des gens et qui créent énormément de troubles de santé divers, que ça soit immunitaire, que ça soit qui crée des problèmes de fatigue, énormément de choses. On retrouve beaucoup de gens atteints d'Epstein-Barr virus, mais il faut que ça soit un Epstein-Barr virus réactivé, parce que la plupart des gens ont un Epstein-Barr virus voilà, qu'on a eu dans l'enfance, 80% des gens ont un Epstein-Barr virus, mais il peut être réactivé. Alors c'est surtout pas ça qu'il faut. Donc on peut le mesurer, mais il faut demander tous les marqueurs. Il y en a 6 à peu près, où on peut voir ça. Après, on demande le cytomégalovirus, et là, ça peut nous donner vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, on essaiera de demander toujours ces analyses type infectieuse. Après, pour les hommes, on peut demander une analyse de la prostate, qui est toujours intéressante, donc le taux de PSA. Ça ne mange pas de foin de le demander. Et puis un dernier marqueur, je ne sais pas où il est, si dans cette analyse, qui serait intéressant à demander, c'est
La prévention des cellules tumorales au niveau de l'ADN. Donc je ne sais pas où je l'ai mis, où je le vois. C'est 8. Attendez, je sais plus. C'est le 8-OH-déguanosine, qui est un marqueur voilà, de stress oxydatif, mais aussi un marqueur de modification de l'ADN, de prolifération cancéreuse. Donc si vous voulez, à partir d'un certain âge, bah, dire est-ce que j'aurai une suspicion de cancer ou pas, vous demandez ce marqueur 8-OH-déguanosine, et puis vous voyez si votre ADN est en train de... voilà, si vous avez une exacerbation, ce qui peut montrer un phénomène tumoral. Donc ça vous rassure aussi de demander ça. Et puis voilà. Encore un autre marqueur qui est important pour moi, c'est ce qu'on appelle le marqueur du foie. Donc les azates, alates. C'est toujours bien de demander pour voir l'état du foie. Pour le rein, ben, on va demander l'acide urique, l'urée. On demande l'urée, donc ça c'est important pour voir où vous en êtes au niveau du rein, et puis éventuellement peut-être la créance de la créatinine pour voir effectivement votre rein s'il est en bonne fonction. Donc 2 marqueurs rénal, un marqueur pour le foie, azate, alate, ça c'est intéressant. Et pour l'intestin, on demandera ce que peu de médecins font, hein, c'est le marqueur de la zonuline. Donc c'est les tissus qui sont les muqueuses de l'intestin. Alors si vous avez de la zonuline en excès, bah, ça veut dire que vous dégradez vos muqueuses digestives, ça se retrouve dans le sang, et puis là c'est très mauvais signe, c'est un signe de perméabilité de l'intestin. Donc voilà, c'est vraiment un marqueur à surveiller. La zonuline, c'est un marqueur de perméabilité de l'intestin irréparable, du SIBO, etc. Des gens qui ont des gaz, des ballonnements, qui ont une alimentation qui n'est pas voilà, extraordinaire, qui font des écarts, qui mangent beaucoup de gluten, beaucoup de laitage, qui ont des soucis digestifs, ben c'est la porte d'entrée à énormément de pathologies inflammatoires, auto-immunes. Donc on contrôle la zonuline, c'est la première chose à faire. Les gens qui ont des allergies aussi, on va contrôler cette zonuline, savoir est-ce qu'il n'y a pas une perméabilité intestinale. De faire des tests d'allergie avec les 150 aliments, ça ne sert strictement à rien si vous avez une perméabilité de l'intestin. Donc c'est la première chose à faire, c'est voir est-ce qu'il y a une perméabilité qui nous signale est-ce que j'ai des passages de nourriture, des passages de bactéries, de choses qui passent dans le sang via la barrière. Et ça c'est la première chose à faire. Donc vous voyez, encore une fois, le médecin ne s'intéresse pas à ça alors que c'est fondamental. Donc là on a résumé voilà, les analyses clés que vous devez demander aux médecins qui sont voilà. Donc vous avez un petit bilan, un petit topo sur les analyses de sang, et puis avec ça ben, vous savez où vous en êtes dans votre santé. Si vous avez tous ces marqueurs que j'ai indiqués qui sont à peu près bons, ben, en principe tout va bien. Si vous faites une analyse classique chez les médecins, il va vous dire le cholestérol, c'est bon, il va avoir il va peut-être voir le fer, peut-être ça, il va avoir voilà, une formule, il va pas avoir grand chose, voilà, il va passer à côté de beaucoup de choses, voilà. Donc c'est pas parce que vous avez une analyse qui est parfaite chez votre médecin classique que tout va bien. Donc c'est bien d'avoir en tête ces marqueurs, voilà. Après nous, les naturopathes, on a d'autres outils, on n'utilise pas forcément la biologie, on s'y intéresse, on regarde quand même 2-3 éléments. Mais avec l'iridologie et la biorésonance, on peut aller un peu plus loin. Voilà pour cette petite capsule sur les analyses de sang. Et puis les nouvelles sont le jeûne sec, on a un jeûne sec prévu dans 3 semaines là au Monténégro, on va être un groupe sympa. On va se retrouver tous au soleil là-bas avec Marie-Christine, donc ça va être un chouette groupe. Donc voilà, on a 3 cures par an, hein, je rappelle, et puis c'est des cures qui visent non seulement les gens qui ont des pathologies, mais ça vise surtout à l'entretien de la santé, la prévention. On crée des dommages, on crée des déchets chaque année, on s'use, on se fatigue. Le jeûne sec permet une réinitialisation complète de l'organisme. Donc c'est une méthode qui est en train d'être comprise un peu plus par les gens, hein. On a maintenant un intérêt quand même un peu pour le jeûne sec, on en parle un petit peu plus qu'avant, donc ça me fait plaisir. Et puis le bouquin va être édité, il va sortir bientôt en librairie, donc on aura un livre qui va sortir à 25 €, hein, voilà, donc il sera bientôt disponible dans les librairies avec toutes les informations sur le jeûne sec.
Donc voilà les dernières nouvelles. Donc je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine pour une prochaine capsule. Voilà, merci et au revoir à tous.